Agora Live, immobilier d'entreprise, ça continue. On est ensemble jusqu'à 11 heures pour parler des espaces de travail dispersés, quels bénéfices en matière de coûts et de performance opérationnelle. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur le chat et qu'on réservera 5 minutes pour y répondre. Sur notre plateau, Steven Coury, exécutif directeur pour l'Europe continentale de The Instant Group, spécialiste dans l'innovation en matière d'immobilier flexible. Bonjour Steven. Bonjour Alexandre. Merci d'être là face à vous. Catherine Guizol, directeur innovation et transformation Workplace pour le laboratoire pharmaceutique français Ipsen. Bonjour. Bonjour à tous, merci de m'avoir avec vous. Alors, est-ce que très rapidement, justement, on peut se présenter à ceux qui nous regardent, Steven, The Instant Group? Oui, donc The Instant Group, c'est une société qui a été créée à peu près une vingtaine d'années. L'histoire a commencé au UK. Donc 20 ans, c'est pas beaucoup, mais on est spécialisé dans l'espace flexible de travail qui, on peut dire, un peu un dinosaure dans ce domaine. Donc la spécificité, c'est que nous avons une couverture mondiale. Donc on accompagne nos clients utilisateurs très en amont sur des sujets stratégiques sur le portefeuille, la transformation. Et après, nous avons une boîte à outils pour pouvoir les accompagner pour la mise en œuvre sur le marché, et souvent c'est une transformation qui dure quelques années. Donc, on a vu il y a vos un suivi implantations. assez conséquent. On a vu vos implantations sur la carte qui était proposée à ceux qui nous suivent. Catherine, carte d'identité d'Ipsen. Avec plaisir. Donc Ipsen, c'est un groupe français qui date de 1929. Aujourd'hui, c'est un groupe pharmaceutique mondial avec une orientation très particulière puisqu'on est sur les maladies rares, l'oncologie et les neurosciences. Ipsen, en termes d'immobilier, c'est un peu plus de 70 sites. C'est presque 200 000 m² dans le monde. Une implantation surtout vraiment présente sur à peu près une trentaine de pays, mais évidemment des médicaments vendus dans le monde entier. Laboratoire indépendant. Laboratoire indépendant, donc c'est un laboratoire même familial. La majorité de l'actionnariat est détenue par une famille, la même, depuis l'origine. Et le reste est coté, flottant, notamment sur la bourse de Paris, mais pas uniquement. C'est important de le souligner. Steven, vous vous appuyez sur une citation de Darwin qui dit que ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, c'est celle qui s'adapte le mieux au changement. Ça tombe bien à ce propos. Qu'est-ce que les espaces de travail composés? Oui, donc je pense qu'il est important de donner un peu d'éléments de contexte et d'historique avant d'arriver à cette définition d'espace de travail composé, sans revenir sur l'historique de Moyen-Âge, je vous rassure. Mais c'est clair que depuis, on va dire, la séparation des tâches administratives des sites de production, l'évolution des espaces de travail était toujours accompagnée de certaines technologies. Donc, à l'époque, c'était assez limité avec les téléphones, etc. Mais c'est quelque chose qui est important, qui accompagne les espaces de travail. Donc, on est passé par une période de rationalisation, recherche de flexibilité qui était toujours là, pour arriver, on va dire, juste avant le Covid, de dire, OK, on va se doter d'espaces où on pourra faire plusieurs tâches dans une journée au sein d'un bureau, donc ce qu'ils appellent l'espace dynamique ou l'activity-based workplace. Donc ça, c'est vrai jusqu'à, on va dire, la pandémie, les premiers confinements. Donc on peut se doter dans ces espaces de différentes solutions pour faire différentes choses dans la journée, travailler sur un document, collaborer, échanger, etc. Donc les espaces de travail composés, on va dire, c'est la même approche, mais c'est offrir cette mixité d'espaces sur un territoire géographique plus large, que ce soit au bureau, que ce soit le télétravail ou également les tiers-lieux. Et cette composition a comme cible de clairement améliorer les coûts, de réduire les coûts, d'améliorer la performance opérationnelle et bien entendu tout ce qui concerne les aspects environnementaux et puis la performance aussi des salariés. Et l'atout majeur de cette stratégie immobilière qui adopte beaucoup d'entreprises et dans lequel on a avec beaucoup de discussions parce que c'est quelque chose qu'on n'invente pas, c'est plutôt des choses qui ressortent des discussions. L'atout majeur, c'est l'agilité. Donc l'agilité tant sur la gestion immobilière, mais également sur la mise en place des nouvelles pratiques de travail. Alors, à ce propos, Catherine, Steven, en matière d'agilité, puisque vous le soulignez, c'est quoi les principaux bénéfices des espaces de travail composés? Alors aujourd'hui, à mon sens, les espaces de travail deviennent vraiment une offre
une offre de service pour nos collaborateurs, pour les employés. Alors je m'explique. Je suis bien consciente évidemment que quand je dis ça, ça peut paraître surprenant parce que l'immobilier c'est d'abord un produit, c'est d'abord un bien fixe dans sa géographie, etc. Et en même temps, on se rend bien compte aujourd'hui que ça doit devenir, l'espace de travail doit devenir un service, une offre de service en fait pour les différents collaborateurs. Alors aussi bien dans des lieux sièges donc prestigieux pour un utilisateur que le cas échéant évidemment dans des tiers-lieux. Alors je m'explique. Quand je dis une offre de service, c'est que en fait, les postes de travail, les salles de réunion, les espaces collectifs de création, de rencontres informelles, formelles, deviennent vraiment des ressources qu'on doit mettre à la disposition des collaborateurs. Donc des ressources qu'ils vont trouver évidemment dans des lieux entreprises, maisons entreprises comme je les appelle, donc par exemple les sièges d'Ipsen ou des bureaux, même des laboratoires, puisqu'il y a une grande partie de bureaux dans les laboratoires et même dans les usines il y a des bureaux également. Donc cette offre qui doit être la plus variée, la plus flexible possible. En fait, on est vraiment dans une notion d'usage de ces espaces. Qu'est-ce que je veux y faire et qu'est-ce que je viens y trouver? Et en fait, le maître mot derrière, pour faire le lien avec ce que je disais, à savoir que les espaces de travail deviennent une offre de service, c'est l'expérience collaborateur. C'est le maître mot. Aujourd'hui, on va parler de plus en plus, à mon sens, d'expérience de travail. Et donc, ça passe par une panoplie d'espaces de travail différents. Steven? Tout à fait. Donc, c'est une vision qui est très importante parce qu'on reparle là de l'humain. Donc, c'est une vision micro, mais notre bénéfice de l'agilité, c'est une vision plutôt macro, donc au niveau de l'entreprise, parce que cette agilité va permettre à l'entreprise de se doter de moyens et de capacités à faire face, on va dire, au nouveau normal, parce que la compétitivité de l'entreprise est clé. Donc, d'avoir une stratégie immobilière qui est alignée à la stratégie d'entreprise, qui permet de faire face aux inconnus qu'on voit de plus en plus. Donc, l'agilité est clé pour pouvoir armer ces entreprises pour faire face à l'avenir. D'accord. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions via le chat. C'est Brice Giraud qui est derrière les manettes et qui utilisera les 5 dernières minutes pour nous les poser. Alors, en 2021, quelles sont justement les réflexions, les perspectives d'après une étude prédictive que vous avez réalisée, Steven? Tout à fait. Donc, c'est une étude qui vient de sortir, donc c'est tout chaud, donc on va communiquer dès la semaine prochaine. C'est un scoop alors? C'est un scoop. Il y a une autre étude aussi qui est un scoop. Donc, voilà, parce que on est en janvier et puis on a bien regardé 2020 et puis a sorti les prédictions 2021. Donc, comment on l'a fait? On l'a fait, comme j'avais dit, en discutant, échangeant avec nos clients qui sont aussi des grandes entreprises, mais également des petites et moyennes entreprises. Ce qu'on voulait faire, c'est essayer de voir pour 2021 quelles sont les prédictions sur l'immobilier d'entreprise. Et on s'est adossé sur la théorie d'évolution de Charles Darwin, avec les 5 étapes qui sont clés. Donc, ce qu'on a constaté, on les voit d'ailleurs justement. Ce qu'on a constaté, c'est que la demande, donc les entreprises, considèrent très différemment leur approche aux espaces de travail. Donc, il y a de nouvelles demandes, de nouvelles services qui sont demandés, et le marché va devoir s'adapter à cette nouvelle demande. Donc, les 5 étapes de cette évolution sont la surproduction, l'adaptation, la compétitivité, la mutation et la spéciation. Bien sûr, si on applique ça au monde de l'immobilier, on voit qu'il y a plusieurs prédictions sur les étapes. Donc, je vais citer quelques-uns parce que voilà, les plus importants. Donc, au niveau de la surproduction, on voit que les entreprises, dans l'approche de la stratégie d'implantation et l'empreinte immobilière, vont changer les localisations géographiques et puis également l'empreinte. Donc, les mètres carrés vont devenir un peu plus dispersés, qui est un peu à l'inverse de ce qu'on a vu sur les 10 dernières années, qui était plutôt une question de consolidation et d'optimisation. Donc, ce sera toujours optimisé, mais ce sera différent. Donc, les offres, que ce soit côté bailleur, les acteurs des espaces flexibles, vont devoir accompagner cette demande-là. Et sachant qu'aujourd'hui, les espaces flexibles, ça ne représente que 1% du marché global du bureau. Donc, on a une demande qui arrive, mais au niveau de l'offre,
Donc voilà, il va falloir se rattraper. Un autre sujet, c'est aussi les investissements. Les investissements, donc le cash est roi. Donc aussi au niveau de l'offre, il va falloir aussi libérer les entreprises qui vont investir moins en termes de volume. Après, en termes de qualité, sur quelques sites, ça va être un peu différent. Mais voilà, donc au niveau de la surproduction, voilà un peu les prédictions. L'adaptation, je reviens à l'offre de services et les usages. Donc remettre l'expérience et la valeur de l'expérience partagée au cœur de système. Donc le bien-être du salarié, les usages, il va y avoir d'autres indicateurs que les directeurs immobiliers vont mesurer, qui vont ressortir plutôt des salariés. La compétitivité aussi, beaucoup plus de compétition, parce que cette demande-là, elle est là, elle va obliger les acteurs à répondre à cette demande. Donc ça va commencer par les bailleurs qui vont devoir adapter leur offre en termes déjà d'un point de vue juridique, en termes de durée, en termes de les contrats qu'ils peuvent proposer, mais également les services dans leurs immeubles. Et puis les deux derniers sont la mutation. Donc on va voir aussi une mutation au niveau de l'offre, sachant qu'aujourd'hui, cette demande, on estime qu'elle va augmenter jusqu'à 20%. Les spécialistes, on va dire, les opérateurs d'espace de travail vont adapter leur offre parce qu'on voit qu'il y a une demande croissante des sociétés qui sont plutôt dans le conseil et dans la partie tech, mais aussi comme les sociétés plutôt en pharmaceutique et les sciences de la vie sont encore très peu utilisatrices de ce genre d'espace. Donc cette offre-là doit aussi s'adapter pour incorporer cette demande. Et le dernier point, c'est la spécialisation. Donc on va voir que le PropTech, qui est un élément très important dans l'immobilier, qui aujourd'hui, quand on regarde le niveau d'investissement de PropTech, ça représente 0,07% du montant d'investissement global dans l'immobilier. Juste pour donner un comparatif, pour le FinTech, on est à 0,4% et dans le MedTech à 0,7%. Donc on est encore loin. Et cet investissement dans le PropTech, ça va être clé au niveau du bâtiment, mais au niveau des usages, pour les utilisateurs, parce qu'on va voir une nouvelle espèce d'occupants qui va émerger. Donc voilà un peu le thématique sur laquelle on s'est assez, mais pour faire simple, il faut s'adapter ou bien se laisser distancer. Donc on est à un point de tournant important dans l'évolution des espaces de travail et du marché. Qui dit se laisser distancer dit quelque part un peu mourir. C'est une question de survie, pour beaucoup d'entreprises. Catherine, votre regard en tant que directeur Workplace? En fait, je suis très alignée. Il y a un enjeu énorme là. Alors c'est vrai que la pandémie qu'on vit et qu'on vit toujours est un vrai accélérateur de réflexion et de transformation. Et c'est vrai que du coup, le métier que j'exerce est passionnant. Parce que tout l'enjeu, c'est de se dire, et là on est sans doute à l'orée, je ne veux pas être celle qui augure les mauvaises choses, mais probablement un troisième confinement n'est pas si loin que ça, même si ce n'est pas forcément ce soir. L'enjeu, en fait, devient, mais comment on va finir par faire revenir nos collaborateurs dans les entreprises, dans les bureaux, notamment. Et du coup, il faut complètement se réinventer. Et ça veut dire que je parlais d'espace de travail comme des services, des offres d'espace disponibles. Il va falloir se dire que demain, si on veut toujours avoir des sièges sociaux, si on veut toujours avoir des bureaux attractifs, il va falloir faire en sorte que ce soit les meilleurs endroits pour que les collaborateurs aient envie d'y venir. Alors, pas pour y faire tout et n'importe quoi, on y reviendra après, mais pour y faire ce qu'ils doivent y faire quand ils sont dans ce lieu collectif entreprise pour se regrouper ensemble. Après, si la question portait sur ma réflexion sur l'évolution après de la façon dont on contractualise l'immobilier, alors j'ai déjà fait partie de ceux qui ont dans le passé beaucoup choqué au MIPIM ou dans d'autres gros événements où j'ai pu prendre la parole, puisque j'avais déjà annoncé, et je peux encore le redire, que le bail commercial tel qu'on le connaît, de toute façon, alors vit ses derniers jours, et ça fait très longtemps qu'il vit ses derniers jours à mon sens, donc c'est vrai qu'il n'est toujours pas mort, hein, j'en suis consciente, et il ne va pas encore mourir demain. Mais voilà, il y a une vraie prise de conscience, je pense, globale des opérateurs, quels qu'ils soient, des foncières, et puis des utilisateurs, puisque c'est notre demande, que ces contrats de temps long deviennent plus flexibles, plus serviciels. On en revient toujours à ce que je dis. J'ai passé, avant de travailler, de rejoindre le groupe Ipsen là, en septembre dernier, 3 années chez un opérateur de coworking.
Donc j'ai beaucoup pris à bail des bâtiments pour moi après les offrir en service justement à de multiples occupants. Mais les discussions que j'avais déjà avec les foncières, c'était de leur dire que je souhaitais partir sur des discussions de contrats de service avec eux, comme dans l'hôtellerie, de services de contrats de management. Quand j'ai quitté d'ailleurs l'entreprise pour laquelle je travaillais il y a encore quelques mois, j'étais en train de finaliser avec alors c'est vrai, un family office, mais propriétaire d'un bel actif à Paris, un contrat justement pour pouvoir utiliser donc des mètres carrés de bureau en signant non pas un bail commercial avec eux, mais un contrat de service management. Et là, en étant redevenu côté utilisateur, je suis fortement intéressée par justement ce que des opérateurs comme de Instant pourraient proposer, à savoir de permettre d'accompagner un utilisateur sur un projet immobilier sans qu'il ait à signer lui-même un bail commercial. C'est les contrats du futur, il ne faut pas se leurrer. J'en suis convaincue. Alors, ces espaces de travail composés, est-ce qu'ils peuvent être un levier de performance opérationnelle? Oui, certainement. Je pense que c'est très important pour que ce soit un levier, que ce soit un dialogue et une formule qui est trouvée pour chaque entreprise. Donc je pense que pour la première fois, je pense qu'on va vers une entente, parce qu'on voit que cette flexibilité et l'agilité dont on parle, elle vient à la fois côté entreprise, mais à la fois du côté du salarié. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc cette composition, et par composition, on peut penser à un chef d'orchestre aussi qui va trouver la bonne composition un peu de quelles sont les solutions également d'espaces de travail composés, qui sont également, ça sera également salarié de composer sa journée, sa semaine, pour trouver une certaine harmonie. Donc ça fait beaucoup de changements, ça vient basculer quand même un marché immobilier qui n'a pas changé vraiment pendant des décennies. Donc il y a plusieurs composants pour l'accompagner. Le conduit du changement est clé. Le directeur immobilier ne peut pas travailler tout seul dans ce coin. L'interaction avec les équipes RH et informatique, c'est clé, parce que pour que ce soit une réussite, il y a les lieux de travail, il y a également les pratiques de l'environnement de travail, et puis tout ce que ça peut engendrer également en termes de changement aussi de pratiques. Et dernier point qui est très important, c'est l'informatique et puis le digital, le PropTech, parce qu'on va s'orienter beaucoup plus sur les usages. Donc, pour gérer quelque chose, du travail qui va devenir beaucoup plus hybride, beaucoup plus dynamique, c'est par le passage de la technologie que ça va être organisé. Et puis, les données qui vont en sortir et les indicateurs, ça va être clé pour s'adapter. Donc, les espaces vont devenir beaucoup plus dynamiques, moins statiques dans ce qu'on a vu dans le passé. C'est vrai que quand on aménageait des locaux, on le faisait pour la durée d'un bail. Aujourd'hui, c'est peut-être possible toujours pour les sièges, par exemple, ou les bureaux régionaux centraux. Et il y aura toujours aussi des baux commerciaux qui seront signés. Il faut juste revoir on va dire, la composition et l'approche. Ça va devenir beaucoup plus collaboratif. Donc, collaboratif, c'est ce qui va être un bon moyen d'améliorer les performances opérationnelles. Et puis, ces données, les usages vont permettre aussi d'avoir des espaces aussi multifonctionnels et s'adapter au fur et à mesure. Donc, est-ce qu'il y a une formule qui est trouvée? Donc, je pense qu'on est tous maintenant en zone découverte. Et je dirais, par rapport aux différentes entreprises avec qui on discute, c'est vrai qu'il y a même ingrédients, mais les ingrédients sont, on va dire, mélangés, mixés de manière différente parce qu'il y a des spécificités d'entreprise, de métier, et puis également, même au sein même de cette entreprise, il y a des différences entre les fonctions, quand on est effectivement RH ou informatique ou sur la partie vente. Ce n'est pas tout à fait la même approche qu'il faut prendre. Catherine, à propos de ce dont parlait Steven, la croissance du travail hybride, peut-être avant rappeler la définition exacte. Ouais, voilà, parce qu'en fait, c'est une vraie révolution. Hein. On entend de plus en plus parler d'organisation du travail hybride. Chez Ipsen, voilà, on en parle, on y réfléchit énormément. Et c'est vrai que c'est des sujets complètement transverses de transformation de l'entreprise avec les dirigeants, les ressources humaines, l'IT, bien sûr. Mais c'est vraiment une révolution. Je pense qu'on
on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Le travail hybride, ça veut dire que c'est un travail où, à la fois pour un collaborateur, vous allez travailler de chez vous, éventuellement d'un tiers-lieu, et puis de votre site de rattachement dans l'entreprise. Donc votre semaine, elle est multiple, elle est composée justement d'espaces de travail différents. La seule chose, c'est que le but, c'est pas de trimballer son ordinateur d'un site à l'autre et puis de faire comme si on était toujours en train de faire la même chose au même endroit. C'est plus du tout le cas. L'objectif, c'est d'aller chercher dans chaque espace de travail différent de la semaine les meilleures activités qu'on puisse faire par rapport à son agenda, par rapport évidemment à l'objectif de l'entreprise, à la performance collective, etc. Donc par exemple, on faudrait essayer d'imaginer de réserver les tâches plus concentrées, plus individuelles, évidemment, plutôt quand on est chez soi ou éventuellement dans un tiers-lieu qui n'a pas vocation à être forcément le lieu d'inter-échange collectif. Et au contraire, justement, par opposition, réserver au fait de venir 1, 2 ou 3 jours encore dans un siège pour voilà, être avec son équipe. Le rôle du manager, il évolue énormément. Le but, c'est quand il se retrouve avec ses équipes, donc il faut l'organiser, c'est d'avoir un agenda qui a été anticipé. Donc en fait, le travail hybride, ça semble simple à tout le monde pour l'instant parce qu'on se dit, en fait, on change de lieu et puis ça fonctionne très bien. Mais non, c'est pas ça. Et là, je rejoins complètement l'idée du darwinisme. Les entreprises qui vont survivre, c'est celles qui vont savoir s'adapter à cette organisation hybride et conduire une transformation du changement qui va être énorme. Je donne des exemples. On ne travaille pas de façon hybride comme ça. Nous, on commence à s'intéresser au fait de se dire qu'il faut que par équipe, il y ait des chartes de travail hybride qui soient mises en place, qui soient pensées, qui soient du coup réfléchies. On est en train de se dire dans les programmes de formation des collaborateurs comme des managers en 2021 et après, justement comment on les aide, comment on les outille pour justement travailler différemment. Donc, j'allais dire, on est encore avec une brique au-dessus de juste des espaces de travail, puisqu'après, il faut savoir les utiliser, sinon c'est pas performant au final. Demain, un siège d'entreprise, il va plus du tout ressembler à ce à quoi il ressemble encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'installe dans la durée, parce que je dirais ici, on est passé par un premier confinement qui a duré 3 mois, et puis voilà, on est revenu, on sera peut-être revenu à voilà, un peu le monde d'avant, même si les sujets de télétravail se pointaient du nez, cette flexibilité, etc. Donc on est mais le fait d'être maintenant, on est 1 an dans cette pandémie. Donc, tout le monde, que ce soit les entreprises et les salariés, donc on est face à cet inconnu, même si la vaccination, ça c'est un point clé voilà, de sortir aussi de cette pandémie, mais au fond de la tête de tout le monde, et puis une autre pandémie, etc. Donc c'est quelque chose qui est là pour rester, et pour moi il n'y a plus de retour en arrière. Donc c'est mis en marche. Il nous reste 5 petites minutes pour aborder 2 points avant de passer aux questions. N'oubliez pas que vous avez le chat justement pour transmettre vos questions à Brice qui nous les posera dans les dernières minutes. Alors justement les types de lieux de travail différents et puis savoir comment orchestrer justement ce travail hybride, Steven. Tout à fait. Donc, sur le travail hybride, donc, ça va se composer de toujours le bureau. Donc, bien sûr. Avec le vrai enjeu de dire comment faire revenir les gens au bureau, pas au travail, mais au bureau. Et puis, d'autres types d'espaces flexibles où c'est quelque chose qui s'est développé depuis plusieurs années, qui va prendre de l'ampleur parce qu'il y a une demande qui va augmenter. Et puis il y a l'offre qui va devoir s'adapter. Donc, autre scoop, petit scoop, mais on va communiquer sur les chiffres 2020 sur l'espace flexible de travail. Donc 2020, c'est assez unique en termes de chiffres, mais on voit que, par exemple, au niveau de l'offre et la demande, c'est un marché qui a tenu beaucoup mieux que l'immobilier commercial classique. Donc, au niveau de l'offre, en France, on a augmenté de 3%. D'accord. À Paris, ça a diminué de 3%. Et la différence, c'est qu'on a vu beaucoup plus d'intérêt pour des villes en région. Donc, encore une fois, les demandes qui deviennent plus dispersées, cet intérêt-là. Au niveau de la demande, elle a aussi baissé, mais elle a baissé, par exemple, en France, que de 17% sur l'année, à comparer aux 50% sur la demande sur les espaces conventionnels. Le point bas, c'était bien sûr le premier confinement était à moins 35%, mais on estime qu'en 2021, ça va revenir à approximativement à 20% de plus. Ça va dépendre, bien entendu, voilà, tout ce qui se passe et la vaccination. Et puis en termes de tarification, c'est quelque chose qui a plus ou moins tenu. Donc on a vu une baisse des tarifs de 11%
en moyenne sur la France et moins 17% à Paris. Encore une fois, parce qu'il y avait plus d'intérêt aussi qui était affiché sur des villes en région qui restent connectées à Paris à 1 ou 2 heures de TGV. Sans devoir payer le prix fort. Et comme il n'y a plus besoin d'aller au bureau tous les jours, ça permet aussi d'aller chercher aussi autre chose. Pour laisser du temps à nos amis fidèles qui nous regardent, en 1 minute, est-ce que Steven, vous pouvez nous donner les conclusions de l'émergence des espaces de travail composés ou hybrides? Pour moi, c'est le sens de l'histoire. Donc, on allait vers ça, peut-être doucement. Il y avait les technologies aussi qui sont là, au rendez-vous, qui s'adaptent, ils vont continuer à s'adapter. Certes, c'est un phénomène d'accélération qu'on voit, mais pour moi, c'est vraiment c'est assez excitant. Je suis très positif sur là où on va, parce que pour moi, c'est vraiment un point de rencontre, c'est le résultat d'une discussion et un dialogue qui se fait entre le salarié et le capital humain qui est primordial, et puis l'entreprise aussi, et tous les deux sont d'accord que la flexibilité et l'agilité, c'est ce qu'il faut pour faire face à l'avenir. Après, ça va être à chaque entreprise de trouver la bonne formule qui fonctionne pour elle avec ses salariés. La Voix, The Voice, Brice Giraud pour les questions à Steven et Catherine. Alors, première question, comment financer des baux flexibles et des espaces personnalisés? Alors, sur les investissements, donc il y a plusieurs possibilités. Donc on voit que les investissements, si ce n'est l'espace de travail flexible, c'est des CAPEX qui sont investis par les opérateurs. Dans notre cas aussi, on a la possibilité, comme on fait des espaces sur mesure, où on prend un bail et on prépare les espaces vraiment configurés pour l'utilisateur, donc avec son branding, avec sa charte d'aménagement, etc. On a aussi, nous, la capacité de mettre les investissements en amont et vraiment de transformer l'immobilier en service et de libérer les entreprises de cette contrainte-là. Et puis, bien entendu, il y a dans le marché, il y a des mesures d'accompagnement. Donc, ces mesures d'accompagnement, ça se traduit par, oui, des réductions de tarification, de loyer, etc., qui seront répercutées vers les utilisateurs, mais aussi des investissements, des contributions sur les investissements. D'accord. Est-ce qu'on a une autre question, Brice? La dernière. Les autres seront transmises à nos invités qui vous répondront individuellement. Autre question, quel est l'impact du travail hybride sur les mètres carrés loués? Ça, c'est une question, je vais la prendre. C'est une vraie question pour les utilisateurs. Bien sûr, à la clé, il y a une réduction de l'empreinte immobilière de l'entreprise, mais il y a une réduction aussi parce que les espaces, ils sont inoccupés. Ils étaient déjà inoccupés avant la pandémie et ils le sont encore plus aujourd'hui. Donc l'objectif, en fait, parce que c'est tellement triste d'aller... Moi, hier, je suis retournée pour la première fois depuis le 29 octobre au siège d'Ipsen. Alors, on était peut-être une centaine dans un immeuble aujourd'hui qui est censé, en général, en période normale, accueillir plus de 1000 collaborateurs. Donc, on était quoi, 10%? C'est triste à mourir. Et pourtant, il y avait les membres de mon équipe parce qu'on s'était justement organisé pour se retrouver. Donc oui, moi j'ai plus envie de proposer demain un siège avec une empreinte réduite, mais qui sera le siège au moins où ceux qui viendront se retrouveront et pourront collaborer et se voir. Parce que quand vous êtes dans 13 000 m² et que vous êtes que 200 dedans, c'est horrible. Vous ne voyez pas, vous faites même la queue pour l'ascenseur finalement parce qu'il faut monter un par un en cette période de pandémie. Donc c'est vraiment triste. Donc oui, on va pouvoir en fait utiliser l'économie liée à la réduction de surface pour la réinjecter en fait dans des mètres carrés augmentés. Puisqu'il va y avoir beaucoup plus de services, beaucoup plus d'usages proposés. Et puis, une fois de plus, je pense que les entreprises se battront pour certains immeubles qui, justement, sauront proposer cette expérience, justement, qu'on cherche au travail augmenté. 15 secondes pour terminer, Steven, pour ajouter quelque chose. Juste pour compléter, oui, donc ça va impacter le take-up de la prise à bail des mètres carrés, la consommation de mètres carrés. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des bons en cours, ils ont un surplus de mètres carrés. Et entre-temps, il va falloir aussi le proposer au marché. Donc, ça va venir compléter également l'offre, parce que c'est des espaces qui sont équipés avec des postes de travail câblés et qui va augmenter aussi la compétition pour les opérateurs et les bailleurs aussi. Merci beaucoup, Catherine Guizol. Merci à Steven Cory d'être venu sur ce plateau. Agora Live, immobilier d'entreprise, ça continue.
Vous restez avec nous, c'est dans quelques minutes. Un peu de patience, servez-vous un café, on arrive.